Dans le dernier épisode d'Anime Time, je vous ai présenté Tokyo Mew Mew, un des monuments des shoujo. C'est une œuvre qui, en ce qui concerne les Magical Girls, est sûrement aujourd'hui l'une des plus populaires, avec d'autres comme évidemment Cardcaptor Sakura et Magical Doremi. Je pourrais m'arrêter à ça et uniquement vous présenter ces trois-là, mais les shoujo, ça n'est et en même temps ça n'est pas que ça. Ce que j'entends par ça n'est et ça n'est pas que ça, c'est que même si le genre des shoujo est varié, on peut le résumer à des clichés et surtout à un seul terme, la romance. Sortez-moi un seul shoujo qui ne parle pas de romance à un moment ou à un autre. Allez-y. Oui, on pourra sûrement me rétorquer que les œuvres que je vais vous présenter dans les 2 prochains épisodes d'Anime Time ne parlent pas de romance. En dehors de ça, même s'il existe évidemment des exceptions, dans l'esprit des gens, malheureusement, shoujo égale romance. Après, je vois les fans de shonen déjà arriver pour se moquer, mais les refs, vous êtes au courant qu'on peut faire la même avec les shonen. Vous voulez qu'on reparle du concept même de shonen neketsu peut-être? Bref, quel est mon point ici? Cette saison, je tiens quand même à rendre hommage aux shoujo, mais également leur rendre hommage dans leurs clichés. La romance est tant un cliché qu'un point névralgique en fait de ces derniers. Tellement névralgique qu'on en retrouve beaucoup dans les shonen. Mais contrairement au neketsu ou au truc du style, ça ne constitue pas un problème pour créer des œuvres tellement à part qu'aujourd'hui, on ne les présente même plus. Bonsoir et bienvenue pour ce 202e épisode d'Anime Time. On ne présente plus Nana. Tout le monde connaît cette œuvre, mais je vais quand même le faire. Je vous propose aujourd'hui, en vous le présentant, d'aborder un point essentiel auquel Nana a répondu plus tôt que tous les autres shoujo, à savoir aborder des sujets qu'on ne verrait normalement pas aborder dans ce genre, mais surtout de pourquoi c'est une occasion manquée. C'est parti. Le contexte derrière Nana est assez spécial, donc accrochez-vous bien pour tout comprendre. Oui, je sais, ça fait longtemps que j'ai pas commencé un Anime Time par le synopsis. Vous verrez, c'est beaucoup mieux quand je vais vous cacher des choses. La dernière fois, c'était dans le 184e épisode d'Anime Time sur Mono Nanana. Est-ce que je vous ai caché des choses à ce moment-là? Certainement. Est-ce que c'est aussi le cas aujourd'hui? Oui, mais ça change pas grand chose en vrai. De toute façon, on ne présente plus Nana, donc commençons par parler d'elle, Nana Komatsu. Une fille pas banale pour le coup, même si clairement on pourrait le croire là. Elle a de banal en fait juste l'endroit où elle vit, une ville random de la campagne nippone comme il en existe beaucoup d'autres. Pour vous parler un peu plus de Nana, elle a un objectif dans sa vie au début de l'anime. Économiser suffisamment et rejoindre son petit ami Shoji Endo, parti à la capitale pour suivre des études d'art, avec Junko Saotome et Kyosuke Takakura. Pour vous faire un petit résumé qui d'ailleurs va me permettre d'introduire un point très important par rapport à Nana, les 3 comparses que je viens de citer étaient ensemble avec Nana à la Naruse Art School. Est-ce que Nana est intéressée par l'art? Un peu, mais vite fait. On comprend en fait plus ou moins qu'elle a juste suivi Junko, qui est sa meilleure amie depuis le lycée. De l'autre côté, Kyosuke Takakura a rencontré Shoji Endo, au lycée aussi, et ils se sont également retrouvés dans la même école d'art après. Et finalement, en fait, Junko et Shoji ont un peu amené Nana et Kyosuke, et ont fini par former une petite bande. Mais revenons un instant sur les années lycée de Nana. Le point important à retenir, c'est l'appétence de Nana à vouloir découvrir l'amour avec un grand A. L'une des spécialités de Nana, c'est un poil de crush sur tout ce qui bouge. Justement, on va plonger 20 milieux sous le dégueu. L'un de ses premiers crushs dans l'anime, c'est Asano Takashi. Le problème, c'est qu'il a pas l'âge de se taper une lycéenne, mais il a fait quand même cette énorme merde. Il a 29 ans, Nana 16. Ok, c'est moins pire que certains animés dont j'ai parlé dans cette émission, mais c'est toujours pas ok. Mais en plus de ça, Asano, il a une femme. Donc il trompe sa femme avec une gamine, mais brûlez-moi cet enculé. De toute façon, leur relation s'est terminée au moment où Shoji, un gars sérieux en somme, est arrivé dans sa vie. Rigolez pas SVP. Revenons donc au présent, à savoir au début de l'anime, quand Nana va enfin pouvoir rejoindre son amour à Tokyo et pouvoir enfin vivre avec lui. Retenez bien ça, ça va être marrant. Elle a travaillé pendant 1 an, mis de côté, et elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour pouvoir se barrer. Mais qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Je vous le donne en 1000, il faut bien qu'elle aille à Tokyo. Et du coup, elle prend le train. Alors certes, il n'y a pas Baleri Pekeresu pour gérer le réseau ferroviaire aussi bien que l'argent de poste d'un enfant dans un magasin de bonbons. Et une tempête de neige, ça nique tout, hein, même au Japon. Après, Nana s'en fout, son but c'est d'aller à Tokyo. Même si elle arrive avec je sais pas combien d'heures de retard, peu importe. Mais ça n'est pas la seule à penser de cette manière. En arrivant dans le train, Nana cherche une place pour s'asseoir. D'ailleurs, petite anecdote, au Japon, contrairement à la France, on n'est pas obligé de réserver son siège de train. Certes, tu réserves pas ton siège de train dans le TER ou sur le RERD, et heureusement, mais le TGV, tu n'as pas le choix. Au Japon, par contre, c'est plus souple. Tu peux réserver ton siège et prendre un billet Shitei Seki, ou choisir de prendre un billet Jioseki, qui a l'avantage de te permettre de prendre n'importe quel train du jour sur ton itinéraire, mais l'inconvénient de ne pas pouvoir t'asseoir, sauf si un siège est libre. Quand je suis allé au Japon, on savait pas, on s'est retrouvé à 14 avec des billets Jioseki à s'asseoir sur des sièges réservés. Évidemment, on a compris en fait quand quelqu'un a réclamé son siège, et on a laissé les places sans se plaindre évidemment, mais juste faites gaffe. Ça vous évitera ce genre de
petits désagréments. Ça pour revenir à Nana qui cherche toujours une place lorsque le train démarre. Sauf que le train a démarré pendant qu'elle cherchait sa place. Brusquée, elle trébuche donc sur une autre personne qui voyage seule avec sa basse. Et la place à côté d'elle est libre. Nana finit donc par s'asseoir et discuter avec cet inconnu un peu moins inconnu, Nana Osaki. Oui, elles s'appellent toutes les deux Nana et en plus elles sont nées le même jour. Vous vous souvenez de mon Anime Time 184 sur Mono Nanana? C'était déjà technique avec Nana et Nanao. C'était le tutoriel, bande de sous-merde. Parlons 2 secondes de Nana Osaki. Que fait-elle pour se rendre seule à Tokyo un soir pareil, juste avec sa basse? Si je vous le dis, vous allez rigoler. Il se trouve que Nana est musicienne, ce qui jusque-là est pas trop étonnant. Elle fait partie d'un groupe nommé Blast, mais elle a décidé de se barrer de sa ville natale, où Blast avait du succès, pour se rendre à Tokyo seule. Rigolez pas SVP. Non mais en même temps, quand on a vu Nana, le synopsis est risible, je dois l'admettre. Mais pour le coup, jusqu'à preuve du contraire, on part bien de ce postulat. Bref, Nana et Nana discutent tranquillement, mais on sent tout de même que Nana finit par s'éprendre d'affection pour Nana. J'ai dit d'affection, hein, j'ai pas dit que c'était du Yuri. Et oui, c'est technique, je sais, faut suivre quand je parle de Nana et pas de Nana, et surtout pas de Nana parce que c'est pas le bon animé. Le trajet se termine tout de même après 5 heures de trajet à cause de cette tempête de neige. Pas à cause de cette connasse de Pécresse, hein, pour une fois. Et Nana retrouve Shoji sur le quai. Et au moment où Nana s'est retournée vers Nana pour la présenter à Shoji, pouf, elle a disparu. Avançons un peu. Nana, dans sa tête, son plan c'est de s'installer chez Shoji. Mais non seulement c'est petit, et surtout en fait, Shoji veut pas, allez savoir pourquoi. Shoji accepte de l'héberger le temps qu'elle trouve un travail, un logement, mais pas plus. Je rappelle quand même que les deux s'emboîtent, jouent au petit train, jouent au scrap, enfin vous le formulez comme vous voulez. La totale, ils sont officiellement en couple. C'est pas trop logique en soi, hein. Mais bon, passons. Les deux restent un couple assez mignon, puis en vrai, Nana veut aussi trouver un appart dans tous les cas. 2 jours après son arrivée et après une dispute avec Shoji, il fallait bien, Nana se retrouve donc à une agence immobilière pour chercher un bien. Problème, si elle doit payer plus de 50 000 yens de loyer, ça commence à faire beaucoup. Mais son agent immobilier a tout de même l'appartement qui lui convient. Et sans charge, et sans caution. Alors, comme en ce moment, moi je fais quelques recherches immobilières, je peux vous dire que si jamais vous trouvez un appartement sans charge, je sais pas quel dos utilise le proprio, mais putain, ça doit être un bon quand même. Hein. Bon, après, un bon avec l'appartement qui a été proposé à Nana, à savoir au 7e étage, sans ascenseur. La technique quand vous voulez faire des courses dans ce cas-là, c'est d'acheter un treuil. Nana et son agent arrivent donc à l'appartement, mais ce dernier est ouvert, et une autre cliente avec un autre agent immobilier sont déjà dedans. Et cette dernière était sur le point d'accepter de louer l'appartement. Et cette cliente n'est autre que Nana Osaki. Mais quelle putain de surprise! En attendant que Nana se décide, l'agent immobilier de Nana décide quand même de lui faire visiter. Ouais, elle est trop chou cette cuisine! Et la chambre est gigantesque! C'est pas vrai, une baignoire à pattes de lion! C'est bon, je le prends! Vous êtes... Attendez un peu! Mon Dieu! Donc on se retrouve actuellement dans la situation où Nana veut l'appart, mais Nana doit se décider. Et comme Nana a le seum que Nana a essayé de lui piquer l'appart, elle le prend, sauf que Nana, au moment où Nana va tamponner avec son Incan le contrat de location, Nana l'en empêche en la suppliant parce qu'elle veut absolument, elle, vivre dans cet appartement. Mais Monsieur Ando, l'agent immobilier de Nana, a une proposition de génie. Que Nana et Nana vivent ensemble en colocation dans cet appartement. Il est grand, les chambres sont à distance, le loyer est divisé par 2. Bref, c'est le meilleur plan possible, mais le fait qu'il ait vraiment pas proposé une bataille au couteau avant entre les deux nanas, ça me fout quand même vachement le seum. Et c'est juste sur cette proposition que va se baser cette colocation entre 2 personnes extrêmement différentes. 2 nanas nées le même jour, avec tous les deux une raison de monter à Tokyo, mais 2 objectifs bien différents. C'est vraiment le mélange de 2 mondes. D'un côté, celui de Nana Komatsu, une fille pleine d'entrain avec seulement le grand amour qui l'intéresse, une fille qui est vraiment pas banale et très extravertie, et de l'autre côté, Nana Osaki, calme, froide en apparence, avec une détermination sans faille, mais comme on le verra plus tard dans l'œuvre, qui cache en réalité une grande sensibilité. Si vous vous demandez où cette collaboration, aussi étonnante soit-elle, pourra amener nos 2 nanas, si vous vous demandez si Nana Komatsu aura le droit à sa destinée d'amour mielleux, et si Nana Osaki pourra enfin reformer son groupe et se hisser au sommet en échappant elle-même à son destin d'amour mielleux, il n'y a pas 36 solutions pour ça. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne, hein, évidemment, ça me fait toujours plaisir, mais surtout, vous pouvez aller découvrir Nana par vous-même. En soi, j'ai même pas besoin de faire de présentation, je vous l'ai super bien vendu le truc. Mais bon, tout de même, Nana, à la base, c'est un manga d'Aiyazawa qui paraît depuis l'an 2000. Pour information, on y reviendra dans la conclusion, le manga de Nana est en pause depuis 2009. Ça malheureusement à cause d'un souci de santé de l'auteur. Le manga, durant sa phase active, a été prépublié dans le magazine Cookie, un magazine de la Shueisha et sérialisé en 21 tomes au Japon par cette dernière et en France par Delcourt Akata, une alliance entre le groupe Delcourt et les éditions Akata. L'anime quant à lui a été réalisé par le studio Madhouse et question comme ça, c'est une constante depuis tant de temps que ça chez Madhouse, les animés pas finis? Non parce que bon, No Game No Life, Anime Time 30, High School of the Dead, Anime Time 42, Mao Senso, Anime Time 135, puis maintenant Nana, je crois que c'est un signe à un moment. L'anime est en 47 épisodes, diffusé au Japon entre 2006 et 2007. Et en France,
l'animé était diffusé en VF sur MCM. Rare animé dont j'ai vu passer les épisodes à la télé en étant jeune d'ailleurs. Il est tout de même licencié en France par Kazé et Animation Digital Network. Pour conclure sur Nana, je tiens quand même à rappeler le contexte dans lequel je l'ai connu. Depuis gosse, quand on mettait MCM, il m'arrivait de voir certains animés sans les regarder. Notamment Death Note, qui est mon animé Awakening, que je le veuille ou non, et qui est à l'origine de cette émission au final, mais il y a aussi eu Bleach, FMA et surtout Nana. C'est pour ça que d'un certain côté, je n'ai pas eu d'appréhension, surtout en voyant combien de personnes appréciaient encore cette œuvre. C'est d'ailleurs pour ça que le jour où je vais me mettre à FMA, les deux, je n'aurai pas non plus d'appréhension, mais pour le coup, je peux le dire, je comprends pourquoi pour beaucoup, Nana est l'œuvre de leur adolescence. Nana a une capacité à captiver qui m'a vraiment pris de court. Ça se sent par le nombre d'épisodes que je regardais à la suite, alors que pourtant j'ai mis du temps à le regarder, Nana. En termes musicaux, les openings sont des bangers absolus. L'animation, elle est très typée années 2000 et j'adore ça. Bref, sur la forme, le constat est sans appel pour Nana, c'est un classique. Un classique qui mérite d'être un classique, et rien que le fait qu'encore aujourd'hui il y ait des gens qui attendent une suite à Nana, ça ne m'étonne pas du tout. Surtout que Hunter x Hunter a repris avant de se réarrêter, hein. Donc il y a de l'espoir, hein. Perso j'y crois. D'ailleurs, vrai point intéressant, est-ce qu'on vit mal la fin de Nana? Non, au contraire, et c'est sûrement pour l'une des raisons les plus ironiques possibles. Prenons un instant Mao Senso, Anime Time 135, et Muno Nanana. L'un des deux se finit sur un cliffhanger, sans perspective de suite, et l'autre, je lis le manga. D'après vous, pour lequel j'ai le plus à me plaindre. Mao Senso, évidemment, surtout que vu comment je m'en plains, on va finir par me faire payer les droits d'auteur. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour Muno Nanana, je savais d'avance en regardant l'animé que la fin n'allait pas être une fin. Il n'y avait aucun suspense là-dessus, et c'est pareil pour Nana. Je savais d'avance que c'était pas fini, donc je ne m'attendais pas à un dénouement. C'est aussi bête que ça. Si vous savez que c'est pas fini, vous n'aurez pas l'espoir de voir une fin et vous ne serez pas déçu à la non-vue de cette fin. Mais c'est pas tant le sujet que je voulais amener, et surtout le pourquoi j'ai autant parlé dans cet épisode de Muno Nanana. En fait, c'est surtout parce que je vois beaucoup de similitudes dans leur façon dont les deux communiquent ce qu'ils veulent communiquer, et surtout dans leur manière de captiver. Ce qui est captivant avec Muno Nanana, c'est qu'on prend tout le problème à revers. On ne cherche pas à comprendre ce qui pourrait arriver à la victime ou ce qui est arrivé à la victime, mais comment on va l'éliminer. C'est de voir le génie de Nana qui tient en haleine. Et quand ça part un peu, l'œuvre a tendance à devenir un poil fade. Pareil ici en fait. La vie de couple de Nana Komatsu est très intéressante et certes elle fait vraiment le sel de cette œuvre, mais c'est surtout le génie de Nana Ozaki qu'on retient. Vous savez, le personnage principal de cette œuvre. On retient surtout ses passages, sa musique, sa façon de captiver le regard alors que c'est qu'un personnage fictif par sa façon d'être, et je suis également sûr que ça a dû être le lesbian awakening de pas mal de personnes. Et en plus, Nana et Nana sont colocataires day one. Du coup, bravo les lesbiennes, vous n'y échapperez pas. Je vous avais dit de toute façon que c'était pas fini ce running gag. Mais cette captivation est d'autant plus intéressante que Nana et Muno Nanana partagent un point commun et souvent peu regardé, ce sont tous les deux des drames. On pourrait penser que c'est un point commun classique, mais tous les drames tournent toujours autour du personnage principal, à savoir le personnage qui capte l'attention ou qui renvoie l'attention sur un autre, de par le fait qu'en étant proche, ce dernier légitimise sa présence et légitimise son temps d'écran. C'est pour ça qu'on suit Nana Komatsu. C'est pour ça que dans Muno Nanana, on suit Nanao Nakajima au début. Pour pouvoir justement donner toute sa substance au drame, quand on s'approche inexorablement du moment où le personnage principal de l'œuvre doit subir ce qu'elle a engendré. C'est pour ça qu'à la fin de Nana en animé actuellement, on est tant sur Nana Ozaki. C'est pour ça qu'au tome 8 de Muno Nanana, on en arrive à ce point, en passant par d'innombrables moments où le drame prend le pas sur la romance pour l'un et sur la science-fiction pour l'autre. Ces deux œuvres captivent. Ces deux œuvres ont un potentiel tel que l'une des deux est une œuvre qui, lorsqu'elle va revenir, pourrait bien secouer Internet encore plus qu'au retour d'Hunter x Hunter. Et évidemment, tout comme pour chaque tome qui sort de Muno Nanana, si jamais il y a ne serait-ce qu'une seule nouvelle publication de Nana alors que je n'ai même pas encore commencé à lire le manga, eh ben j'y serai là quand même moi. J'espère que ce 202e épisode d'Anime Time vous aura plu. C'était Hunter, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Ciao.